Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en solo pour commencer et après il y aura la partie avec Vincent. Je vais vous montrer des ouvrages terminés, un en cours, parce que les deux autres que je vous ai montrés les semaines passées, pour l'instant j'ai mis en stand-by. J'ai voulu le mois de décembre, j'avais besoin de voir autre chose. Donc déjà pour faire des cadeaux de Noël au dernier moment, donc du coup ça m'a fait du bien parce que j'ai vu d'autres choses. Enfin j'ai tricoté d'autres ouvrages de tout type. Donc j'ai laissé les deux châles de West en stand-by en fingering. J'ai pu tricoter les ouvrages que je vais vous montrer là. Et j'en ai mis un sur les aiguilles parce que j'avais vraiment envie de changer et que suite au dernier épisode du stock stash qu'on avait, on vous avait montré que les écheveaux entre guillemets neufs, non utilisés. Mais on a énormément d'écheveaux où il restait des quantités soit infimes, soit parfois de bons écheveaux déjà entamés. Donc du coup, j'ai pris un ouvrage dont je vais vous parler après, qui utilise des restes de fil et que voilà. Donc là, je le fais, je vous expliquerai après. Voilà, il y aura un petit peu, j'ai reçu un cadeau enfin on a reçu un cadeau et une petite commande d'artisan que je vais vous parler après. Mais là, ce coup-ci, on va commencer par vous parler des ouvrages terminés. Alors, le premier ouvrage terminé, je vous l'avais montré la semaine passée, c'est le chauffe-épaule. Oui, poncho, mais c'est plutôt un chauffe-épaule parce que poncho, il y a vraiment une forme particulière. Là, c'est vraiment un chauffe-épaule. Donc, c'est le chauffe-épaule Aguaz que j'ai tricoté en fil de chez Katia, la Merino Aran. Merino Aran, je l'ai tricoté aux aiguilles numéro 5, si mes souvenirs sont bons. Et je l'ai terminé. Donc, j'ai pas rentré les fils. Donc là, je pense ne pas le bloquer. C'est un ouvrage que j'ai fait pour ma sœur. Je vais lui offrir comme ça. Parce qu'en fait, quand je vais vous montrer des images tournées sur le mannequin, quand on le pose sur le mannequin, comment dire, le chauffe-épaule prend bien sa place, il est bien étiré. J'ai peur qu'en le bloquant, même si la Merino Aran, il y a quand même il y a du synthétique dedans. Donc je pense pas que ça s'étire énormément, mais je préfère. Donc je vais lui offrir, je vais voir comment ça se positionne vraiment sur elle, et si besoin, je lui reprendrai vite fait pour le bloquer. Donc là, je vais vous le montrer à plat. Il n'y a pas grand, enfin, je vais vous le montrer à plat, mais je vais vous tourner des images sur le mannequin pour vraiment vous montrer comment il est joli, parce que là, voilà. Donc voilà, en tout cas, à quoi ressemble le chauffe-épaule. Donc on le commence par le col, où on vient faire, comme vous voyez, des cotes. Alors, c'est un tuto qui est gratuit. Hein. C'est un tuto qui est gratuit. Donc, on le commence par le col en faisant des cotes 3, 1, 3, 3, 2. Non, 3, oui, 3, 3, bon, bref, des cotes quoi. 3, 1, 3, 2. Oui, voilà, c'est ça. 3, 1, 3, 2. Sur un certain nombre de rangs. Et ensuite, on vient commencer le premier panneau de dentelle où il n'y a quasiment pas d'augmentation. Donc les premières augmentations, je crois qu'elles sont ici. Et vous le verrez, alors je me suis dit, mais comment ça se fait que le col ne commence pas à s'élargir? Parce qu'en fait, entre les côtes et cette partie-là sans augmentation, c'est ce qui va vraiment former, vous le verrez sur le mannequin, c'est ce qui va vraiment former l'espèce de col roulé qu'on peut mettre. Voilà, il se positionne comme ça. Donc une espèce de col roulé ne se forme pas qu'avec les côtes, mais il se forme avec les côtes et jusqu'aux premières augmentations. Après, on commence à augmenter, et puis après, voilà, ces panneaux de dentelle. En tout, il y a trois diagrammes qui sont très. La dentelle, elle est facile à suivre. C'est pas une dentelle très compliquée. Et comme je vous disais, il n'y a pas besoin de marqueur parce que chaque panneau de en fait, les mailles en verre qui sont ici, qu'on a fait ici, elles se poursuivent sur tout le long. Donc,
chaque panneau de dentelle, enfin chaque motif de dentelle est entouré par ces deux mailles en verre. Donc il n'y a pas besoin de marqueur parce qu'on sait que quand on arrive à ces mailles en verre, on doit avoir fini le motif. Si il en manque ou qu'on en a trop, c'est qu'il y a un souci. Donc il n'y a pas besoin de... Moi j'ai pas mis de marqueur du tout parce que c'était bien délimité avec ces mailles en verre. Donc les mailles en verre, en fait, elles descendent, elles suivent en fait jusqu'en bas et jusqu'aux côtes. Donc il n'y a pas besoin de... Donc il y a trois panneaux de diagramme. Il y a le premier avec sans augmentation. Après, il y a le premier avec quelques augmentations qui est sur une cinquantaine de rangs, je pense. Et il y a le dernier qui est voilà, avec beaucoup plus de rangs sans points ajourés et avec des augmentations et jusqu'au bout. Et après, on vient finir avec les mêmes cotes et je sais même pas ce qui est préconisé comme rabat. J'ai fait un rabat. Alors ça. D'habitude, je me prends pas la tête sur les rabats, que ce soit au crochet. En général, au tricot, je le fais toujours en I-cord. Après, quand c'est des ouvrages, là, le montage, j'avais fait un montage classique, hein, Longtime Classon. Bon, il est assez souple, même le. Donc ça, je suis beaucoup plus souple sur le montage initial que parfois sur les rabats quand on le fait normal. J'ai essayé un rabat en I-cord, mais bon, j'ai vu la longueur, donc ça m'a vite saoulé, donc j'ai vite défait. J'ai essayé un rabat avec je sais plus la Genis, je sais pas quoi, avec le jeté, ça faisait pas joli. Le rabat à l'italienne, il était hors de question que je passe tout le temps avec l'aiguille pour faire le rabat. Donc du coup, en fait, j'ai fait un rabat au crochet. Donc c'est le rabat avec une maille coulée. Donc j'avais l'aiguille, j'avais le crochet et j'allais chercher ma maille et que je faisais une maille coulée. Je faisais une maille coulée avec parfois un jeté, euh, avec parfois à certains endroits de façon pas régulière, mais j'ai fait une maille chaînette où j'ai fait un double coulé dedans pour donner un petit peu plus de souplesse. Et en fait, ça se positionne bien. Donc ça, c'est une laine qui tient bien, vous voyez. Alors, je l'ai fait, en plus, j'ai rajouté, avant la fin des côtes, j'ai pas fait le rabat exprès, de suite après la fin du diagramme, j'ai refait 2 rangs de points jersey, parce que ma sœur adore cet effet un petit peu rouloté. Et en fait, quand on finissait les côtes, ça roulotait pas du tout. Donc, je me suis dit, vu que je vais pas faire une finition très sans picot, sans rien, je dis, en fait, la petite finition qui va rouloter, en fait, elle aime bien. Et les côtes s'y prêtent parce qu'il y a de grandes côtes. C'est pas comme si on a vu des petites côtes comme ça et que ça roulote et qu'on voit plus les côtes. Là, les côtes sont assez longues pour faire, pour, pour donner ce petit effet. Il est vraiment très léger, hein. Vous voyez, ça roulote pas. Hop, quand on le lâche, c'est très léger et elle aime bien. Donc voilà. Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. J'ai utilisé 4 pelotes. Je vous mettrai le métrage parce que je connais plus le métrage. Je connais plus le métrage. Je vous mettrai le métrage en dessous. Voilà. Donc rien de compliqué. Ça va très vite parce que c'est fait aux aiguilles numéro 5. La dentelle, les pans de dentelle comment dire, sont simples. Et simplement, c'est soit des mailles ensemble glissées, glissées, tricotées et déjetées. Voilà, il y a pas de truc aussi extraordinaire que ça. Ça va très très vite. Et puis plus on avance, même si les rangs se rallongent, dans le pan, il y a souvent des rangs avec moins de points ajourés, donc espacés, donc ça va assez vite. Et on termine après, voilà, avec ces cotes qui montent aussi assez vite. Donc je suis très content. Je l'ai fait en pratiquement une semaine. Je n'ai fait que ça le soir, mais il s'est fait en quasiment une semaine et il est super. Elle va adorer parce qu'elle aime pas tout ce qui est entre guillemets veste, enfin plutôt pull. Elle est pas trop pour l'hiver. Elle préfère avoir des choses. Je lui avais fait il y a des années des modèles de chez Fildar. Je ne fais pas la école roulée avec une grosse torsade ou des choses un petit peu asymétriques, des ponchos un petit peu asymétriques. Donc là, voilà, elle m'a demandé ce genre d'ouvrage. Donc là, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Et le blocage, pas pour l'instant, je verrai une fois qu'il sera offert et porté, voir si elle le souhaite ou pas. Parce que la dentelle, elle est nickel. Vous voyez, ça, c'est pas bloqué, donc elle est nickel là. Elle est nickel ici aussi. Ça nécessite pas d'étirer trop parce que c'est le col roulé, donc faut pas qu'il soit trop large ni trop étiré. Donc je pense que juste au porté, ça suffira. À voir ce qu'elle. Je verrai sur pièce. Et je vous le montrerai sur
sur le mannequin. Voilà. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le Painting Triangle Shawl de Steven West. C'est le châle triangulaire celui-là, c'est la grande version. Elle se commence par, donc c'est le triangle, elle se commence vraiment par la fin. Donc elle se commence par ce grand, on fait un high-cord de toute cette taille-là. Voilà, on relève les mailles et on commence à faire ces nids d'abeilles et qu'on vient diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à temps qu'il ne reste qu'une. Pas de complexité. Les nids d'abeilles sont un peu grands, enfin un peu grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 rangs de jersey avant de faire les changements de couleur. Je vous cache pas que c'est très très long. Je m'étais quand même assez, au bout d'un moment, je m'étais quand même assez ennuyé. Entre guillemets, le souci avec celui-là, c'est comme on le commence par la grande partie, il faut vraiment arriver à la partie pour qu'il soit joli, où il en reste qu'un. Je pense que si j'avais commencé par la petite version où on commence vraiment par le bas du châle et on augmente, je me serais arrêté bien avant parce que j'en avais marre. Mais là, étant donné qu'on commence par le grand, il fallait vraiment arriver jusqu'à la dernière alvéole. Donc je l'ai vraiment, mais c'était quand même assez long parce que c'est assez répétitif, hein, voilà. Mais sinon, très très beau. Il a été fait avec les laines multicolores. Là. C'était un coloris du teinturier Chris Brown, Yarn Studio Yucca, un teinturier anglais, qui fait des couleurs très 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 flashy, fluo. Voilà, qui vend toujours. Il est toujours en vente sur Etsy. Voilà, il fait des couleurs très 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 pop comme ça, très fluo. Et la laine au milieu, je m'en rappelle plus, et j'en ferai pas. C'était une laine industrielle, et j'en ferai vraiment pas la pub parce que c'est une laine là. C'est un châle que là je le porte parce que c'est rapide, mais c'est une laine qui pique, mais à une puissance, c'est hyper désagréable. Euh, j'avais trouvé ça sur. Bon, je me rappelle plus le nom de la laine. Enfin bon, pour moi, aucun intérêt parce que c'est quelque chose que je ne rachèterai pas parce que ça pique à outrance. Elle est très jolie, elle est naturelle, elle est un petit peu velue. Je pense que c'était. Non, c'était de la 100% mérino, hein, je crois. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, hyper désagréable. Bon, elle est jolie parce que ça contraste bien, mais franchement, là, je le sens, c'est hyper désagréable. Bon, bref. Très joli, très coloré. Voilà, c'est le Painting Triangle Shawl et c'est la grande version, donc qui se commence par la grande bande. Voilà. Ensuite, après avoir tricoté le col, je me suis dit, j'ai pas envie de retourner sur les châles en fingering de West. Je me suis dit, on verra au 1er janvier. Et j'avais envie de faire un petit article. Parce que ma mère, l'autre jour, elle est venue. Alors, j'avais tricoté je sais plus quoi, je vous mettrai une photo. C'était un bonnet avec les petits oursons de Maxime Cyr, Max de Knitter, le designer québécois. Je lui avais tricoté ça il y a très longtemps. Je lui avais tricoté ça en laine DMC et Drops. Et elle aime tellement ce bonnet qu'elle a tellement porté que la dernière fois quand elle est venue, elle le portait et il était vraiment. Voilà. Je pense que rasé, il faudrait que je lui rase, mais je pense que là, il arrive vraiment en fin de vie. Donc je lui ai rien dit et j'ai voulu lui tricoter un bonnet. Donc, je suis allé voir. Donc, toujours chez Maxime Cyr. Je vous mettrai le nom du patron parce qu'évidemment, forcément, je n'ai rien préparé. Donc, je vous mettrai je crois que c'est Hat and Peak. Voilà, je vous mettrai le nom là. Donc, de Maxime Cyr. C'est un bonnet Alors, lui, il le tricote en qualité sport. Moi, je voulais utiliser des restes de laine. Donc, j'ai tricoté avec les mêmes aiguilles 3,75 mais en DK. Et j'ai tricoté le bonnet aussi. Donc, je l'ai monté sur le mannequin parce que je ne veux pas le porter. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, c'est un modèle en jacquard qui se commence par ici en tricotant des côtes. Donc là, ce sont toutes mes laines. Oui. Non. Sauf ça, sauf le blanc. Mais sinon, ce sont toutes mes laines. Les noms des coloris, je ne sais plus. Parce qu'en plus, c'est des anciens coloris. Ça, c'était le coloris que j'avais utilisé pour le châle de Madrigal Yarns. Le noir, c'est le noir et le gris
Le noir ici et celui qu'on voit un petit peu ici, c'est celui que j'avais utilisé pour le Slumber Call. Le orange, c'est celui que j'ai utilisé pour le test de... C'est le coloris Mastaba que j'ai utilisé pour le test de Jonathan Tolo. Et ce coloris-là, Aspect Call, je ne sais plus chez qui je l'avais acheté. Parce que j'avais plus d'étiquette. Voilà, donc, donc moi j'ai tricoté ça aux Ziggy 375 et ensuite c'est un modèle de jacquard avec des triangles. Alors, attendez, je vais quand même... Maxime Cyr, son modèle, on vous mettra la photo, il a utilisé des laines unies et très contrastantes les uns par rapport aux autres. Donc au niveau du jacquard, ici, quand on fait un point sur deux, quand on change de couleur tous les points pour faire cet aspect un petit peu de perspective et d'inversion des triangles, lui vraiment le modèle se fond, ça se voit vraiment bien sur le... Moi, j'ai... Bah attendez, je vais lui enlever, hein, parce que là je vais vraiment vous le montrer, je voulais vous le montrer sur elle. Alors, j'ai utilisé, moi, je ne l'ai pas fait en qualité sport, mais je l'ai fait en DK, c'est-à-dire que j'ai pris 2 fils de fingering. Donc, oui, je disais que au niveau du jacquard, j'ai pris une couleur qui contraste quand même un petit peu, là, celle-ci avec la précédente, mais sans plus parce que je voulais pas que ce soit très très flash non plus. Donc je voulais que les premiers triangles comme celui-là et à l'envers se voient bien. Mais là sur les fondus, donc là vous le voyez peut-être pas super bien. Mais voilà, il y a les triangles, comment dire, presque comme cela. Ici avec les deux couleurs, les deux nouvelles couleurs. Voilà. Et après j'ai inversé et j'ai mis l'autre couleur. Voilà. Donc en fait il se tricote. Alors il se tricote. Donc c'est du jacquard. On vient tricoter jusque là la fin du diagramme et après on attaque la couronne avec des diminutions entre chaque motif. Et après on vient quand il reste plus que c'est le dernier rang, je crois. On vient faire des diminutions drastiques avec des diminutions double centrées. Et après il reste quelques mailles et on vient unir en haut. Voilà. J'ai tricoté l'intégralité du bonnet dans les mêmes aiguilles parce que... Alors, il y a 2 raisons. Parce que déjà, ma mère, elle n'aime pas que ça soit que les côtes soient serrées. J'ai pas fait l'intégralité de... C'est-à-dire que normalement, le bonnet, il est réversible. Enfin, les côtes sont réversibles. Il fait tricoter, je crois, 700... je sais plus. Bon, enfin, bon, une large bande de côtes, parce qu'après, le bonnet, il se retrousse. Moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que quand on retrousse ce genre de cote, après ça empiète sur le motif suivant quand on le met. Et voilà. Sur le bonnet ourson, là, le dernier, je l'avais fait, mais en fait c'était des cotes j'avais tricoté, je crois, 10 cm ou presque 11 cm de cote. Et après il faisait replier et tricoter les mailles ensemble pour faire une bordure doublée. Mais Là, sur celui-là, c'est une doublure qu'on n'attache pas. C'est-à-dire qu'on peut retrousser, mais moi je l'ai faite simple. Donc j'ai fait que la moitié des côtes, et voilà. Alors, petit bémol, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard, et je crois que le dernier jacquard, justement, c'était ce bonnet-là, avec les oursons. Petit bémol, c'est que j'ai trop de tension sur le jacquard. Donc du coup, il y a une petite... là, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est tendu ici. C'est que je suis trop stressé sur les aiguilles pour le jacquard parce que je tricote à un fil de chaque côté et que j'ai plus l'habitude. Donc du coup, j'ai tendance à serrer. Déjà, j'ai tendance à serrer naturellement, mais là, j'ai encore un petit peu serré. Et en plus, j'ai utilisé la méthode de tissage du jacquard, c'est-à-dire que j'ai tissé toutes les mailles, ou toutes les 2 mailles suivant le... Donc tout l'intérieur du bonnet est tissé. Donc ça c'est cool parce que c'est c'est grâce au tutoriel de Paul Valpolicella Knitting qui a fait un tuto, lui sur le tissage, bon avec sur du jacquard, mais celui l'utilise pour les chaussettes sur le tuto, mais voilà, c'est valable sur la technique exactement la même. Donc j'ai regardé la vidéo de Paul et c'est franchement le rendu dedans, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse, on peut pas l'accrocher, on peut pas, tout est tissé. Donc du coup, ce qui rend le jacquard un peu plus... Et ça, c'est super bien parce que j'ai envie de faire une couverture, je sais pas quand, mais j'ai envie de faire une couverture
au tricot qui n'est pas réversible. Donc du coup, je vais tisser tout l'intérieur, tout le côté envers au jacquard. Donc je vais tisser tout le jacquard pour faire que ça soit joli, pour pas qu'il y ait une doublure à faire. Donc tout l'intérieur est tissé, donc ça c'est génial. Donc j'ai suivi le tuto de Paul, et j'ai redemandé, enfin quand j'ai regardé le tuto, je n'étais pas en train de le faire, donc j'ai regardé comment il faisait, grosso modo, enfin j'avais compris, mais quand je me suis retrouvé sur les aiguilles, dans un sens, je me suis dit aïe aïe aïe. Donc j'ai appelé Vincent à la rescousse parce que Vincent tisse tous ses jacquards, pour lui c'est quelque chose qui est instinctif, c'est-à-dire il tisse et même il a la... Moi, j'utilise pour bloquer les fils, vous savez, en bout de rang, quand on coupe un fil et qu'on repart sur une nouvelle couleur. Moi, j'utilise la méthode de Steven Weaven, je sais pas quoi là, qui bloque à chaque fois on fait passer le fil et on... Bah, lui, Vincent, il n'utilise pas cette version-là, il utilise la méthode du tissage jacquard. Voilà. Donc, je lui ai redemandé. Donc, il y avait il y avait deux façons de le tisser, enfin, dans un sens ou dans l'autre, enfin, quand il y a beaucoup de couleurs ou pas. Donc, il m'a montré les deux et une fois qu'il m'avait remontré, c'était parti, j'avais compris le truc et ça s'est fait super bien. Voilà. Le seul bémol, mais là ça n'a rien à voir avec la technique, c'est que je pense que ça a essayé, si vous l'essayez, ça a essayé par exemple sur un jacquard comme ça qui est facile, parce que là le jacquard il est facile à suivre. Donc j'avais à me concentrer entre guillemets que sur le tissage, c'est-à-dire à pas dans les premiers rangs, à pas oublier. Je pense pas que ça soit judicieux de l'essayer sur un yoke par exemple de pull où le jacquard est un petit peu compliqué au niveau des diagrammes parce que ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Voilà, moi Paul avait déjà fait la vidéo, c'était pour les Ardeno Socks je crois, et ou après je me rappelle plus. Et moi, pour déjà tricoteur de chaussettes, je ne me voyais pas et réfléchir sur les chaussettes, et réfléchir sur le diagramme, et réfléchir sur le tissage. Donc là, je me suis dit, c'est le bon moment de tester le tissage, parce qu'à l'intérieur, je regardais l'intérieur du bonnet de ma mère, j'avais pas tissé, et franchement, c'est moche. Enfin, les fils qui passent tous les 3 ou tous les 5, ou franchement, quand on retourne, c'est pas pratique, ou quand on le prend, on peut se... Voilà, c'est pas... Là, je suis super content du rendu. À l'intérieur, il n'y a rien qui dépasse. Et quand justement, parce qu'on change de couleur, donc quand on a des jacquards comme ça, du fait du tissage, quand on a des fils à rentrer, c'est super bien parce que il y a la trame du tissage dans lequel on peut faire remonter les fils. Voilà. Donc, et en plus, ça crée une certaine consistance au corps du bonnet. Voilà. Donc le corps du bonnet tient bien. Je pense il aurait été moins alors, c'est pas carton, hein, parce que regardez, il est quand même assez souple. Hein, c'est pas le truc qui se tient bien. Il est peut-être, je trouve, un poil serré, ça c'est sûr, parce qu'il y a une différence vraiment entre les côtes et là. Bon, c'est pas le même point, donc on peut pas comparer, mais quand même. Mais je vais en retenter un, et peut-être le même, parce que ce modèle-là me plaît bien. Il est très 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 rapide, je l'ai fait en 2 soirs. Voilà. 2 soirs. Parce que les rangs, il n'y a pas tellement de mailles sur... Enfin, oui, il n'y a pas tellement de mailles. Et en fait, on est tellement entraîné par le... On est tellement entraîné par les couleurs, on est tellement entraîné par le jacquard de motif à motif, que en fait, ça se fait tout seul. Et avec le comment dire, le tissage des fils par-dessus, en fait, ça montait super vite. Et ça montait tellement vite qu'à un moment donné, je disais à Vincent, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, ça monte tellement vite, on en est là. J'ai dit, le bonnet, il va pas être assez haut. Et en fait, si, le bonnet est assez haut. Ma mère, elle n'aime pas les trucs, comment on appelle, slouch ou je sais pas quoi, là, les trucs qui pendouillent, là. Donc, en fait, il y va... Bon, la tête de Gwendoline, là, elle n'est pas représentative d'une tête adulte, forcément. Donc, elle est peut-être un petit peu trop petite. Voilà, on lui cache les yeux, ça fera pas de... Voilà. Donc là, c'est pile poil. Ma mère, elle a des cheveux assez épais, donc du coup, ici, ça va bien combler aussi. Et puis voilà, ça fait le job. Voilà, donc je suis content d'avoir fait ce petit bonnet que je vais lui offrir du coup à Noël. Voilà. Voilà pour les ouvrages terminés. Ça fait du bien d'avoir des petits ouvrages et des trucs comme ça terminés, parce que quand on se lance dans des WES ou dans des trucs un peu longs, voilà, on tricote, on met 15 jours, 3 semaines, non pas 15 jours, on met 1 mois, 2 mois à les faire. Surtout moi qui suis multi en cours. Donc du coup, ça fait plaisir là d'entamer et puis de terminer l'ouvrage.
Voilà. Alors, je vous montre à présent mon seul encours, non, l'encours du moment du mois de décembre. C'est le châle Samen de Steven West. Toujours, hein, toujours. Alors, comme je vous l'ai dit, je voulais utiliser des restes de fil. Alors, je voulais pas retomber dans la fingering parce que j'en ai déjà deux, donc quitte à tricoter de la fingering, autant que j'avance les autres. Je voulais vraiment déstocker, avoir quelque chose d'un peu plus doudou, un peu plus chaud. Je me suis dit, est-ce que je refais un col? Est-ce que je refais un chauffe-épaule? Bon, bref. Donc du coup, j'ai trouvé le châle Samen que j'avais dans la bibliothèque. Et c'est un châle qui se tricote en DK, qui se tricote à fil doublé et qui se tricote aux aiguilles 4,5. Et le truc qui est bien, c'est que c'est un châle, en fait, alors il est tout simple, c'est un châle triangulaire avec un côté, c'est une alternance de point mousse et de rangs raccourcis en jersey, que sur un côté. Donc il y a un côté du châle qui va devenir très 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 grand et l'autre partie qui va rester assez petite, juste avec des augmentations tous les deux rangs, ou tous les rangs endroit et envers. Mais ça ne s'agrandit pas plus que l'autre. Parce que là, on a grandi, du coup, on a grandi dans les rangs raccourcis, on va faire des augmentations. Rien de particulier sur ce châle-là, je vais vous le montrer. Simplement, il y a des rangs raccourcis. Alors, j'en avais jamais vu. Enfin, j'en avais jamais fait. C'est des rangs raccourcis qui s'appellent wrap and turn. Donc, c'est enveloppé et tourné. Je trouve que c'est bien du... Alors, c'est pas la technique que maintenant utilise, parce que le châle Samen, c'est un des premiers châles, quand Steven West était beaucoup plus jeune, donc un des premiers châles réalisés. On le voit à la trame du patron, parce qu'il n'y a pas le nombre de mailles à chaque fin de rang, chose que maintenant il fait systématiquement, et ça depuis des années. Et ce genre de technique, maintenant, soit il laisse le trou, soit il utilise les rangs raccourcis à l'allemande, et là, enveloppé, je le refais, je suis à la deuxième section de rangs raccourcis, je vais le refaire sur cette section-là, mais sur la prochaine de rangs raccourcis, je fais des rangs raccourcis à l'allemande, parce que je vois pas l'intérêt de s'embêter. La manipulation, elle est pas longue, hein. En fait, quand ils vous disent de vous arrêter à 4 rangs, voilà, avant la dernière maille pour faire le rang raccourci, en fait, vous allez jusqu'à cette maille-là. On passe le fil devant, donc toujours sur l'endroit, hein. On passe le fil devant, on glisse la maille qui est juste après, on repasse le fil derrière et on tourne. Donc le fil du coup le fil se retrouve devant. On glisse la maille, on reglisse la maille sur l'aiguille de droite, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du rang raccourci, et on repart dans l'autre sens. Et quand on va le tricoter, quand on arrive à cette maille qui a été enveloppée, il suffit de prendre, on a la tête de maille avec l'enveloppe qui est devant. Il suffit d'attraper cette maille qui a enveloppé, de prendre la maille en cours sur l'aiguille et de les tricoter toutes les deux ensemble. Et c'est ce qui va combler en fait le trou. La technique, elle est pas plus propre, pas plus invisible que les rangs raccourcis à l'allemande, donc et puis la manipulation, elle est un peu plus embêtante, je trouve, que les rangs raccourcis à la fin, que de faire la double maille. Donc je pense que là je l'ai refait hier soir, j'ai pas fait attention, mais je l'ai refait hier soir. Donc je vais recommencer le envelopper et tourner, et puis après voilà. Et ce qui est bien dans ce châle, c'est que il vous donne le métrage sur les 4 couleurs. Et en fait, vous commencez à mélanger 2 couleurs différentes. Vous commencez à 2 couleurs différentes. Après, on en laisse tomber une. On vient raccorder avec la deuxième. On vient raccorder la troisième. Et ainsi de suite. On laisse tomber la troisième et on en accorde une. Et donc, c'est ce qui peut vous faire un fade ou quoi que ce soit. Moi, le fade, là, il y a une espèce de fade qui s'est fait, mais de façon involontaire. Mais par exemple, pour la première, c'est assez tranché. Donc, je vous montre où j'en suis. J'en suis là. Voilà. Donc, alors, si je l'ai tricoté aux aiguilles 4,5. Voilà. Donc, on en est là. Donc, le châle se commence. Ah oui, alors là aussi, j'ai changé. C'était des bordures en point mousse. Donc, la construction, elle se fait au point mousse sur un certain nombre de rangs. Après, on tourne, on fait un relevé. Et je trouve ces bordures très, très vilaines. Donc, du coup, comme d'habitude, j'ai fait la modification en I-cord.
Donc j'ai monté un I-cord que j'ai retourné, j'ai fait le relevé de maille sur le plan qu'on a incliné, plus sur le rang de montage pour se retrouver avec un certain nombre de mailles, et l'ouvrage commence avec une section de point mousse avec des augmentations de chaque côté sur tous les rangs, plus au milieu. Et une fois qu'on a fait ce triangle, on vient travailler que sur un demi-côté où on vient faire ces rangs. Alors là, du coup, on change de couleur, donc on garde la deuxième couleur qu'on a encore, enfin, on garde la couleur B et on incorpore la couleur C pour faire ces rangs raccourcis avec un point ajouré que l'on voit là. Donc il y a des rangs raccourcis que je vous ai dit là, wrap and turn là, et il y a des jetés et points ajourés pour créer ces petits trous. Une fois qu'on a fini cette section, on repart là, on laisse tomber une couleur, la troisième couleur, et on prend la suivante, et on vient retricoter par contre toutes les mailles du châle pour faire une longue section de point mousse. Voilà. Et le châle va se construire comme ça à chaque fois. Donc là, j'ai terminé la section de point mousse. J'ai commencé avec les nouvelles couleurs, c'est-à-dire toujours à travailler sur le demi-rang. On vient faire ces rangs raccourcis avec les points ajourés au milieu qui sont rythmés tous les, je ne sais plus combien de rangs, mais comme vous pouvez voir ici. Voilà. On fait des rangs raccourcis. À un moment donné, on fait deux rangs en droit et en vert avec ces points ajourés. On recommence ces rangs raccourcis, on recommence les points ajourés, et ainsi de suite. Et quand on a fini, on vient faire une bande de points mousse qui est tricotée sur toutes les mailles. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, le châle, grosso modo, une fois fini, il ressemblera à ça. C'est-à-dire que là, on a la moitié du châle, et vous voyez que cette partie-là est beaucoup plus grande. Donc elle va énormément s'allonger de ce côté-là, et être plus restreinte de ce côté-là. Voilà. Donc ça va super vite, parce que c'est du point mousse. Il n'y a que celle-là qui est un peu plus long, parce qu'il y a les rangs raccourcis, il faut faire attention. Là par contre, moi j'utilise des marqueurs pour les rangs raccourcis, et j'anticipe sur la section d'après. J'anticipe sur la section d'après de quand il faut tourner. Je vais vous expliquer. Donc il n'y a que cette section-là, parce qu'après c'est du point mousse. Il faut faire attention aux augmentations et bien les faire ici au milieu et de l'autre côté, et que sur les deux côtés ou sur le rang envers. Donc il faut faire attention à ça pour avoir le même nombre de mailles. Quand je dis que j'utilise des marqueurs et que j'anticipe le rang après, c'est que sur une section, il vous dit vous vous arrêtez 4 mailles avant le dernier endroit où vous avez tourné. Donc vous avancez jusqu'à votre rang, le dernier arrêt est ici, vous comptez 4 mailles, vous vous arrêtez là. On fait l'enveloppage ou le rang raccourci tel que vous le voulez, et on tourne. Le problème, c'est que, suivant comment on tricote, donc on va tricoter là, on fait l'aller-retour, et après quand on revient, ils disent 8 mailles avant ou après le dernier arrêt. Et moi, je trouve un peu embêtant que quand on est vraiment sur le rang endroit, mais au bout d'un moment, on doit s'arrêter. Et on dit, attends, là, c'est là où j'ai tourné. Est-ce que c'est là? Est-ce que j'ai pas là? On vient compter 8 mailles. Donc, on continue à tricoter. Attends, combien il en reste? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand on me dit tricoter jusqu'à, par exemple, 4 mailles avant la fois où on a tourné. Donc, je m'arrête à 4. Je fais mon rang raccourci X ou Y. Je tourne et je regarde le rang d'après. Le rang d'après qui me dit que sur le prochain rang droit, il faudra s'arrêter à 8 mailles. Donc je recommence mon rang en vert, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose un marqueur et je finis mon rang. Et je sais que sur le rang droit, quand je vais retourner mon travail, je sais que quand il va me dire de tricoter jusqu'à 8 mailles avant l'endroit où on a tourné précédemment, ben, ça sera jusqu'au marqueur. Et ainsi de suite. Parce que là, sur les deux premiers rangs, je ne l'ai pas fait. Et à chaque fois, je me disais, mince, j'ai dit, où est-ce que j'ai tourné? Alors, où est-ce que j'ai tourné? Je retournais l'ouvrage, je dis, ah, c'est là où j'ai enveloppé. Alors, je le mettais là, mais j'avançais pas. Non, c'est le bazar. Donc, j'avais déjà fait des rangs raccourcis comme ça et je mettais des marqueurs et c'est très bien. Voilà. Donc, pour une organisation et que ça aille plus vite, moi, je conseille de mettre des marqueurs à chaque fois qu'on a tourné. Vous voyez, là, je l'ai positionné. Donc là, je l'ai positionné. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais être sur le rang endroit, donc là, vous êtes au rang endroit. Donc quand je vais commencer mon rang, c'est le prochain arrêt qui est stipulé sur le rang d'après. C'est-à-dire que là, je l'ai mis sur le rang en vert, par exemple, numéro 5. Et quand je vais tricoter le rang numéro 6, je vais pouvoir, sans calculer, tricoter jusque-là, parce que c'est 4 ou 8 mailles suivant l'indication du rang précédent.
Donc on se pose plus de questions à savoir où est-ce que j'ai tourné, à combien de mailles c'est par rapport à l'an. Non, c'est un peu compliqué et c'est là où on peut se tromper sur les rangs raccourcis. Sur les rangs raccourcis. Surtout que plus ça va, plus on arrive là, plus il fait tourner tôt. Plus on a de rangs raccourcis et après on ne sait pas c'est quoi, c'est 3, c'est 4, c'est enveloppé, c'est pas enveloppé. Donc voilà, moi je mets des marqueurs et ça va très bien. Voilà, donc c'est le châle Samen. Alors les laines, il y en a plein. Hein. C'est les laines. Pour l'instant, j'utilise toutes les laines que j'ai utilisées pour tricoter le châle quadrangle Sparix que j'avais montré, le châle gris. Donc j'utilise ces laines-là qui étaient de Splash Dyed Yarn. Là, je vais peut-être changer après le violet. J'ai vu qu'il me restait des jolis marrons. Donc je pense que je vais peut-être mélanger un violet avec un marron très foncé pour avoir une bande... Ah non, je l'ai pas là. Pour avoir une bande de... Pour avoir une bande de... J'ai un violet là que j'avais quasiment pas utilisé sur le... Là, j'ai celui-là, j'ai ce violet-là. Donc je pense que je vais utiliser ces deux violets pour le prochain. Point mousse. Et après, je vais laisser tomber celui-là. Et je pense que celui-là, je vais le manger à un marron qui est marron multicolore. Qui était un de mes coloris. Voilà, mais bon, à voir. Et de toute façon, le combo n'est pas fait. Parce que je le fais en général en fond. J'ai mes boîtes, pardon, j'ai mes boîtes avec mes restes de laine et quand je finis une section, je me dis bon ben là c'est comme ça, comme hier soir, j'ai changé de section, je me dis avec quoi je la prends et puis je la prends au dernier moment. Donc là le combo n'a pas du tout été fait à l'avance. Je le fais au fur et à mesure et voir comment ça s'accorde. Voilà, donc ça c'est le châle Samen et l'objectif c'est de le terminer avant la fin de l'année. Je pense que ça devrait le faire parce que c'est du point mousse. Il n'y a que les rangs raccourcis qui peuvent ralentir un tout petit peu, parce qu'il faut être un tout petit peu plus attentif. Mais après, hier soir, j'ai fait toute la partie de point mousse. On s'est regardé une série avec Vincent, et je l'ai fait tout hier soir tranquillou. En DK, ça avance vite en plus, donc c'est cool. C'est cool. Faut être vigilant sur les rangs raccourcis, mais un très bon châle qui va être doudou, un peu plus, voilà, un peu plus doudou en DK, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Bon, mais pour les encours, c'est terminé. Alors, je vais vous montrer. On a reçu hier au courrier un petit cadeau de la part de Brigitte de Belgique. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle nous a envoyé, donc là, on en a un chacun. Je vais vous en montrer comme parce que c'est les mêmes. Elle nous a envoyé un petit ensemble de marqueurs Progress Keeper. Et un compte-rang. Et tout aux effigies égyptiennes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc il y a la croix de Ankh, il y a Anubis, il y a le chat de Bastet, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a Anubis, il y a le chat de Bastet, il y a Ibi, il y a la croix de Ankh, il y a l'œil d'Horus. L'œil d'Horus qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, croix de Ankh. Voilà. Donc il y a plein de petits anneaux marqueurs, des Progress Keeper et ce joli compte-rang. Donc il y en a un chacun. Donc voilà, elle a fait de ses petites mains, de son inspiration. Voilà. Donc merci beaucoup Brigitte. C'est un superbe cadeau. Très joli. Les petites croix, il y a des croix de Ankh, il y a des grandes, il y a des plus petites. Voilà. Donc... superbe. Merci beaucoup. Elle nous en a fait un chacun. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Merci beaucoup, beaucoup. Ensuite, là, j'avais passé une commande auprès de Camille. Les infusettes, les illustrations. Les infusettes illustrations. Voilà, c'est ça. Je marquerai le nom. Je marquerai non. Donc, j'avais commandé... tout n'est pas là. Ah si, c'est là. J'avais commandé quelques petites choses que j'ai reçues. Alors, donc dans un bon, j'ai pas gardé. J'avais fait une publication sur Instagram pour le joli emballage dans lequel était fait tout ça. Il s'était mis là-dedans avec les petits mots, les explications, le merci, ses références. Donc c'est les infusettes illustrations, voilà, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur les infusettes illustrations, sur Instagram, sur YouTube. Son site c'est lesinfusettes.com. Voilà, vous pouvez passer commande. Donc voilà. Donc j'ai passé chez elle, j'ai passé
pour commencer, j'ai passé un petit carnet de notes qui est... Voilà, un carnet de notes. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais c'est un petit carnet de notes. Voilà, avec des lignes, tout simple. Tout simple. Et qui va devenir mon prochain recette de teinture. Voilà, parce que j'en ai un qui avance bien et le prochain, j'utiliserai celui-là. Ah, très joli, avec de superbes petites illustrations, voilà, de Noël. Voilà. Donc je lui avais passé le petit carnet de notes. Je lui avais passé 2 illustrations. Donc cette première illustration, c'est Noël à la librairie. Vous voyez comme ça le format en plus. Hein. Vous voyez par rapport à la main. C'est très 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 joli. Avec de superbes détails là, de la bibliothèque, de la vue par la fenêtre, du sapin, des petites chaussettes. Enfin, franchement, super. Donc c'est ma déco de la boutique. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, si vous n'aviez pas Instagram. J'ai dit je l'ai mis en déco de boutique. Et je pense que malgré la période, je pense que ça restera. Ou alors chaque saison, je lui passerai des petites illustrations pour changer. C'était ma première commande chez Camille. Donc là, ça tombe bien pour Noël. Et puis après, on verra dans le courant de l'année. Mais j'aime bien le laisser. J'ai assez de cases ici pour mettre pas mal. Donc il y avait cette illustration qui est Noël à la librairie, donc sous format carré. Et ce petit format, donc c'est la serre du Derbyshire, donc qui est là. Donc, là aussi, avec vue sur l'extérieur, avec la neige, la petite maison, les petites barrières, trop chou. Et après, vue sur l'intérieur avec les bûches de bois, le poêle, les théières, tout ça, c'est super. Et avec un format comme une petite maison, comme une petite serre. Voilà, avec le petit tout. Il est de ce côté-là? Oui. Avec le petit toutou qui fait dodo sur le siège. Le petit minou chatang qui est là, qui fait dodo au soleil devant la vitre. Voilà. On a notre petit Sherlock qui est sur la photo. Notre petite Taxou qui est là. Aussi. Il ressemble plus à Taxou que... Oui. Entre les deux. Voilà. Donc sur ce format-là, qui est super mignon. Oui. Une boîte en fer de cabine téléphonique. Donc c'est une boîte en fer. Hein. Où justement j'ai mis pour garder... Alors c'était tout le paquet était entouré de ça avec du joli papier. Donc je garde tout, même les emballages avec le petit sticker infusette. Je garde tout. D'ailleurs, faut pas le perdre, le petit carnet de notes, il va dedans. Vous voyez, donc on rentre quand même pas mal de choses. C'est une très grande boîte. Et avec l'illustration dessus de la cabine téléphonique, la poste, le petit train, la neige, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour Noël. Voilà. Avec le petit minou chaton aussi qui est là. Hein, faut pas l'oublier le petit minou chaton. Qui fait dodo aussi n'importe où. Les petits cookies. Non, trop mignon. Je vais pas tout détailler, mais bon, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà. Donc, merci Camille pour ce très beau travail. J'adore. Voilà. Bah, écoutez, pour ma partie, c'est terminé. Oui, j'ai plus rien. Au pire, si j'oublie, je vous le dirai avec la partie de Vincent. Je vais venir tourner quand, je sais pas. Mais on va venir tous les deux pour vous présenter son encours et quelques trucs. Voilà, bah écoutez, je vous dis à de suite pour vous et voilà. Bonjour tout le monde. Alors je voulais revenir 2 secondes sur le géogradient. Parce que je m'étais vanté la dernière fois d'avoir un géogradient qui ne roulotte pas et en fin de compte, après quelques séances de portage, ça roulotage. Donc c'est pas dramatique, ça n'est que l'iCord qui rebique pour le moment, mais bon, ça rebique. C'est pour ça que
Dans le patron, on nous propose de rajouter des pampis ou je sais pas comment on appelle ça, sur le long du châle. Ça doit aider quand même à le maintenir droit. Et j'ai vu carrément des personnes qui ont décidé de se passer de cette texture, qui ont fait un autre type de bordure pour éviter ce problème-là. Donc au début je comprenais pas. J'ai vu que beaucoup de personnes décidaient de ne pas faire cette partie-là. Peut-être parce que je pensais. Je pensais au début que c'était parce que ça leur faisait peur de se lancer dans. Ils avaient peut-être envie de finir le MCAL. Et en fin de compte, c'était peut-être les plus éclairés de tous. Euh, ils avaient envie de ne pas avoir ce souci-là avec la bordure. Mais je trouve que ça fait quand même partie intégrante de l'identité du châle. Et sans cette bordure, eh ben, il est moins sexy quand même. Alors, il aurait fallu trouver un moyen avant l'icord ou après l'icord, je sais pas, de, de faire un autre type de point. Oui, peut-être reprendre sous l'icord et faire peser avec un autre type de point pour contrecarrer le truc, je ne sais pas. En attendant, ça roulotte. Donc cette semaine, je voulais vous parler. Alors, je me suis lancé. Hop, hop. Bon, c'est vraiment un lançage. Pour le moment, j'en suis pas bien loin. Je sais pas si c'est visible. Hop. Je me suis lancé dans les chaussettes qui viennent de sortir, celles de Paul. Donc là, on voit rien, hein. Ce sont les Norus Socks. Donc ce sont des chaussettes très simples en jacquard. Mais justement, la simplicité et alors moi, ce que j'aime, il y a une partie de l'année où j'aime quand même avoir des chaussettes qui montent assez haut. Et avec ce modèle-là, on a quand même des chaussettes qui tiennent la jambe, enfin qui habillent assez haut. Et comment dire, et le jacquard, je trouve il est très élégant. Et donc, je me suis lancé. Alors, je me suis lancé, mais sans crainte. J'avais déjà réalisé des chaussettes de Paul. Donc, ça, ce sont les Ardeno Socks. Donc, qui sont très très belles. Alors, je dis réaliser les chaussettes. J'ai réalisé 7 chaussettes. Et la seconde est ici. J'ai inversé les couleurs pour le jacquard et je trouve que le résultat est quand même est encore plus lumineux. Je les trouve vraiment très belles ces chaussettes. Alors je ne les ai pas finies tout simplement parce que les chaussettes et moi c'est toute une histoire et c'est pour ça. Celles-ci je les ai abandonnées à un moment où en fait il faut que je redémonte un tout petit peu pour retomber sur mes pattes. Et je suis le genre de tricoteur qui ne prend pas de notes, qui ne coche pas plus que ça, qui s'y prend toujours en retard. J'ai toujours deux trois rangs de retard quand je me décide à prendre des notes. Et du coup, là, après quelques mois, je veux reprendre cette chaussette. Et je suis un peu embêté parce que je ne sais plus tout à fait où je me suis arrêté. Donc c'est pas compliqué, hein. J'ai commencé le talon, il faut juste que je défasse. Ça va être la seule façon de retourner sur mes pieds parce que j'ai bien mis un compteur de rang sur le côté. La seule chose, c'est que ce compteur de rang est étrangement posé. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Donc, j'ai commencé les chaussettes. Alors, pourquoi j'ai fait la nouvelle? Ben, simplement pour reprendre la chaussette. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir fini cette chaussette, ça m'avait un peu bloqué, alors que je me suis éclaté. Donc, les chaussettes pour moi, c'est assez complexe. Donc, j'ai envie, dans les mois qui viennent, sans me fixer de date, mais j'aimerais finir cette paire-ci et avoir fini aussi l'autre paire. La seule chose, c'est qu'en commençant la nouvelle chaussette, je me suis rendu compte que autant en tricotant, ça va. J'arrive maintenant, après une infiltration et en faisant très attention, j'arrive à tricoter sans problème, et même avoir n'importe quel type d'activité sans avoir mal. Par contre, dès que je commence à faire voilà, le tricot sur petite circonférence comme ça,
ça me tire très très vite. Je sais pas comment je m'y prends, si je dois mal le tenir. Parce que j'utilise des mini circulaires fixes. Avant, pour faire celle-ci, en fait, j'ai utilisé des mini circulaires interchangeables. On peut changer les bouts. Et je sais pas si elles sont pas plus longues, ce qui expliquerait pourquoi. Et non, pourtant c'est la même longueur. Ça c'est le côté long, c'est le côté court. Je ne sais pas pourquoi. Ça me tire énormément et je souffre un peu. Du coup, j'ai décidé de le faire, mais de le faire doucement. De me réconcilier un peu avec les chaussettes, parce que c'est vrai que les chaussettes, c'est quand même un. Je crois que les plus rapides sans. Parce que j'en ai fait pas mal de paires. Enfin, pas mal. Ça doit être ma quatrième paire, avec celle qui. Cinquième peut-être. Euh, Ça va assez vite, hein, quand c'est du jersey, sans avoir à réfléchir. Et je crois que je fais la paire en 2 semaines. Je fais la paire. C'est Là, avec du jacquard, il faut quand même réfléchir un peu plus. Enfin, c'est pas réfléchir un peu plus, c'est faire attention. Alors, je sais que un peu plus tôt dans la vidéo, Didier a parlé du tissage de Paul. Donc, je tisse le jacquard. Et en fait, j'ai appris à tisser le jacquard parce que ça, c'était l'un de mes premiers jacquards. Et c'était mon premier jacquard, je crois. Ouais, ça devait être mon premier jacquard. Et du coup, j'ai appris directement à le faire avec la méthode enfin, je sais pas si c'est sa méthode, la méthode de tissage de Paul. En fait, celle qu'il enseigne sur sa vidéo tutoriel. Et je ne sais pas tricoter du jacquard sans tisser à l'arrière. C'est-à-dire que j'ai le geste déjà imprimé dans les doigts, je ne sais pas, mais je n'arrive pas, enfin je ne sais pas, j'imagine qu'il faut juste laisser le fil à l'arrière, et moi ça me dérangerait énormément, j'aurais peur que tout se défasse, je ne serais pas à l'aise. J'ai toujours fait comme ça, et je trouve que c'est ce que disait Didier, ça offre une certaine tenue au tissu, et c'est impeccable. Après, on peut utiliser le tricot sans avoir à s'inquiéter d'accrocher une maille ou quoi que ce soit. Enfin, pas plus qu'avec un autre tricot. Mais en tout cas, à l'intérieur, on risque pas d'accrocher une maille qui serait qui serait un peu lâche. En troisième tricot que je voulais aborder après le géogradient et les chaussettes, c'est le châle Lada que je viens de commencer. Donc c'est un châle sur 4 écheveaux en fingering, aiguille 4 mm, mais moi j'en utilise des 3,75 pour hop. Donc en fait c'est très sympa à faire. Je m'amuse énormément. Donc on a une dentelle qui vient épouser la forme des épaules, puisque il y a des augmentations en fait, il y a des augmentations sur le bord pour élargir le châle, une augmentation de part et d'autre des épaules, et une augmentation de l'autre côté. Du coup, c'est un châle très intéressant qui commence un peu comme un gilet. Et commencer directement comme ça un ouvrage avec de la dentelle, j'adore. J'ai adoré, c'est très plaisant. Du coup, c'est vrai que quand on arrive à la partie centrale, qui est en jersey avec une rayure de point mousse, le temps est un peu plus long. Mais je m'amuse beaucoup. Donc je suis un peu. Alors j'adore les couleurs. J'aime beaucoup le combo que j'ai choisi. La seule chose, c'est que depuis le début, je me bouffe un peu la tête Alors Didier me dit que le résultat est très bien, mais j'aurais peut-être voulu mettre celle qui est un peu plus rouille rouge en haut, et à la place de celle-ci, et le faire inversé en fait. Commencer par le rouge, et ensuite le rouille marron. Mais enfin bon, c'est fait. Je trouve qu'il est très bien. Donc là, j'ai bientôt fini la partie centrale. Je reprends ensuite la dentelle pour le finir.
Et, et il se fait très bien, il se fait très vite. Alors, je voulais parler d'un truc, je voulais parler de la dentelle. Moi, la première dentelle que j'ai faite, c'est celle du Abaculus. Et je me souviens que c'était une dentelle sur le rang envers et le rang endroit, le rang droit, le rang envers, avec des mailles lâchées et des mailles tournées et tout ça. Dès qu'on se trompait, si on se trompait, c'était une catastrophe parce on pouvait pas s'y retrouver. C'était un cauchemar. Celle-ci, non. Celle-ci est très simple. Mais avec l'expérience de l'Abaculus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé cette habitude de mettre des marqueurs entre chaque répétition. Et dans ce cas-ci, ça a été plus une erreur qu'autre chose, parce que chaque marqueur me faisait perdre un peu le rythme, et en fin de compte, les premiers rangs, je me suis trompé plusieurs fois euh, avec les marqueurs. Une fois que j'ai enlevé les marqueurs, euh, c'est parti tout seul. Et j'ai fait toute la dentelle sans problème. J'ai pas. Alors il y a eu une ou deux mailles qu'il a fallu récupérer par-ci par-là parce que télé et dentelle ne font pas mon ménage, mais elle est très simple. Moi j'utilise quand je fais de la dentelle depuis la moitié de la dentelle de l'Abaculus parce que ça devenait dramatique ou même plus tôt, je ne sais plus. J'utilise un tableau Excel où je rentre le numéro de rang, je rentre le nombre de mailles total qu'on devra atteindre. Il y a beaucoup de patrons où on a le numéro de maille en début, en fin de section, à certaines étapes du tricot, mais on ne l'a pas pour chaque rang. Et quand on fait de la dentelle, je trouve que c'est un peu problématique. Parce que quand on se trompe et qu'on veut vérifier qu'on a le bon nombre de mailles, il faut faire un exercice arithmétique en plein milieu du tricot qui est... je ne vais pas dire que je panique quand je suis perdu, mais bon, c'est pas le moment où j'ai envie de me mettre à faire des calculs savants pour savoir... calculs savants plus comptage de nombre de mailles, c'est pas dans les moments où on est tendu parce qu'on a perdu un peu le fil qu'on a envie de s'y mettre. Du coup, je mets le numéro de rang, le nombre de mailles et ensuite le nombre de mailles total, je veux dire, et ensuite le nombre de mailles par section. Par exemple, ici, il y a une première section entre chaque augmentation, une autre section avec deux autres augmentations et une dernière section. Et bien, j'ai un tableau Excel avec le nombre de mailles que je dois trouver pour chaque rang, ici, ici et ici. Et en fin de compte, une fois que, si à un moment donné j'ai un problème, j'ai juste à regarder le patron, et le tableau, et je sais où j'en suis. Et il m'arrive même de mettre quelques indications parfois sur ce tableau parce que c'est une façon assez rapide de lire pas de s'y retrouver sans avoir à suivre le patron parce que je lis très mal les patrons. Je pense que je pense que c'est le plus gros problème, la raison numéro un de bien des erreurs d'inattention que je fais, c'est que je ne lis pas le patron. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est bien lire le patron avant de commencer et peut-être même le remettre en page parce que je fais un tableau. Qu'est-ce que ça coûte de refaire le patron correctement à côté? Parce qu'en généralement le tableau, je ne le fais pas dès le départ. Je fais quelques rangs, je comprends comment ça fonctionne et je vais faire le tableau. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, pour la dentelle du bas, je n'ai pas de tableau encore, parce que je ne suis pas encore arrivé à cette partie, et je ne lis jamais les patrons en entier. Et ça, faut que ça change. Si je me lance dans un patron, il faut que je sache de quoi il en retourne, parce que bien des fois, je finis une section et je me rends compte que je me suis trompé parce que je pensais avoir compris le patron sans avoir à le lire, et je me trompe. Des fois, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Et on n'a pas écrit le patron. On a besoin de savoir où on va.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, il reste pas grand-chose, hein. Je crois qu'il y a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à la huitième bande, je crois qu'il y en a 10, et on reprend euh, la dentelle, et elle est assez courte, parce elle est à peu près grande comme ça. Donc à mon avis, ça va pas traîner énormément. Voilà. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'être avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, me voilà de retour. Donc Vincent, la minute Vincent vient de passer. Il vous a présenté le châle qu'il est en train de faire. Je reviens juste pour vous dire que à partir de lundi, seront en vente des kits en 75-25, 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres par écheveau. Un kit de 3 dans les coloris du châle qui vient de vous montrer. Donc ça sera ce kit-là. En sachant que Vincent, lui, il a utilisé pour ce coloris-là un coloris qui est sur Gizeh Yak-Sok. Donc c'est exactement la même coloration, sauf que, attendez, pardon, sauf que sur Gizeh Yak-Sok, c'est beaucoup plus profond. Donc là, moi, j'ai décidé de faire dans la même base ce coloris-là, mais qui, je vous montre comme ça de près, qui est franchement canon. Donc c'est joli à dos de chameau. Parfois il y a des petits speckles qui seront dessus comparé au dos de chameau du stock habituel. Voilà, ce joli rouille et ce coloris un petit peu qui est sur Gizeh Yak-Sok qui est terre du Nil et sur Gizeh Sok qui ressort plus clair parce que la base elle n'est pas grise. Les chevaux de base, il n'est pas gris comme la Gizeh Sox. Voilà, donc ça, c'est les kits qui, alors pour tricoter le châle qui tricote, peu importe, mais pour avoir cette harmonie de couleurs, en fait, j'ai sorti des kits parce que le trio me semblait très très bien à reproduire. Voilà. Donc ça, c'est le kit qui sortira dès lundi. Voilà, donc je voulais faire juste cette petite mise au point. En attendant, l'épisode est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les mises à jour de lundi sur Insta, YouTube et pour le prochain vlog de la semaine prochaine. En attendant, je vais vous souhaiter de très 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 bonnes fêtes de Noël. Profitez bien en famille ou pas, mangez bien ou pas. Mais bon, je vous souhaite quand même de très 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 bonnes fêtes. Et encore merci de votre écoute et d'être toujours présent et présente. Voilà, allez, je vous bisouille et je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Merci, bisous.